Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les 46 sont à Abidjan, vous le savez, depuis bientôt 48 heures. Des retrouvailles, de l'émotion, de la joie. Ce retour de nos militaires marque la fin de 6 mois de détention au Mali. C'est le chef d'état-major général des armées qui était chargé de les ramener en Côte d'Ivoire. De Bamako à Abidjan, en passant par le Togo, la rédaction retrace ce parcours et l'ambiance avec nos soldats. Il faut 1000 francs, 1500 ou 2000 selon le type de véhicule pour passer au péage de Thiébissou. C'est le ministre de l'équipement et de l'entretien routier qui a procédé à l'ouverture officielle ce lundi. Amédée Kofi Kwaku rassure les usagers. L'État va poursuivre les investissements dans le secteur pour le confort routier et le développement économique. Le nouveau secrétaire général du CAMES a pris fonction à Ouagadougou, au Burkina Faso. Professeur Souleymane Konaté a été installé officiellement par le vice-président du Conseil des ministres de cette organisation en charge de l'enseignement supérieur. Il met le développement durable au cœur de son action. Les 46 soldats ivoiriens ont regagné Abidjan depuis le samedi soir. C'est la fin de 6 mois de détention au Mali. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu en terre malienne pour mission de les ramener en Côte d'Ivoire. De Bamako à Abidjan, en passant par Lomé, la capitale togolaise, Abou Sanogo nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu tout au long du trajet. En cet après-midi ensoleillé du samedi 7 janvier 2023, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, effectue une de ses missions les plus inédites. Récupérer 46 soldats ivoiriens sur le lieu de leur détention, où ils auront passé près de 6 mois. Bamako, c'est nous. Il est 16h08. Un comité d'accueil attend le chef d'état-major général des armées, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Mali, le chef d'état-major des forces armées maliennes, l'attaché de défense et des Ivoiriens de l'ambassade. Un court briefing avec la partie malienne sur ce qui a été prévu pour leur retour. Les 46 soldats débarquent des autocars et se dirigent vers l'un des 2 avions. Ils récitent une prière. La dernière, en terre malienne, et embarque. Le chef d'état-major général des armées et ses hôtes retournent à la coupée de l'avion. Photo souvenir pour l'histoire et les 2 aéronefs ivoiriens prennent les airs. Le Casa des 46 vers Lomé et l'Antonov vers Abidjan avec les bagages des ex-détenus. Fin du chapitre du séjour malien de ces militaires. À bord, le chef d'état-major général des armées a son premier échange avec les soldats. Il sera surtout question du programme de la journée et des dispositions prises à leur atterrissage à Abidjan. On va dire merci au président Faure et puis après, on va rentrer chez nous. Le président sera à l'aéroport à Abidjan. Voilà, pour vous accueillir. Il tient lui-même à être là-bas, à être à l'aéroport pour vous accueillir. Donc avec vos familles, etc. Ensuite, on va aller à l'état-major. Vous allez récupérer vos affaires. Parce que l'Antonov, lui, va aller directement à Abidjan. Aéroport de Lomé. Il est 19h40. Au pied de l'avion, les ministres d'État Kandia Kamara, Téné Birema Ouattara et le ministre directeur du cabinet Fidel Sarasoro. Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères et le coordonnateur national du renseignement. Émotion de l'instant. Tout le monde est soulagé, les autorités politiques en premier. Puis, tout le groupe se dirige à la résidence du président togolais. Ils seront félicités et encouragés par le président Faure Gnassingbé. Les soldats ont enfin droit à leur premier menu non malien depuis leur mise en liberté. Pendant ce temps, les autorités politiques ont un tête-à-tête au cours duquel la médiation togolaise est saluée par les émissaires ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, transmet la reconnaissance du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure pour l'action qu'il a menée pour que nous arrivions aujourd'hui à la libération des 46 soldats. Et il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise pour que nous puissions arriver au résultat auquel nous sommes arrivés. Retour à l'aéroport de Lomé pour la dernière étape de ce périple. Le Casa décolle en premier, temps de vol 1h37. À 20 minutes de l'atterrissage en Côte d'Ivoire, les dernières consignes sont réitérées par le chef d'état-major général des armées. Donc quand vous allez arriver là, ça se voit que les familles vont venir vers vous.
Et le président va attendre un moment pour vous permettre de vraiment embrasser vos femmes et vos enfants. 23h48, aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le colonel Anouma Constant fait ouvrir la porte du Casa CN 295. Dans l'entrebâillement se dresse la silhouette du général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Un fanion aux couleurs nationales en main. Son vis-à-vis, le chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Les 46 vont suivre, brandissant chacun un drapeau ivoirien, accueillis par le chef de l'État. Ils sont entrés dans le pavillon présidentiel et ont retrouvé, dans la joie, leur famille. Moment de grande retrouvailles. Les 49 soldats ont traduit leur reconnaissance et leur fierté à la patrie. Et l'annonce de la grâce présidentielle accordée aux 49 soldats et leur retour d'ailleurs qu'on vient de voir tout à l'heure était célébré à Korogo. La population et les militants du RHDP ont exprimé leur joie. Ils se sont rassemblés au domicile du ministre de la Communication, Siekwasi Didier Nguessan. À peine la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali annoncée, les militants et sympathisants du RHDP de Korogo se sont réunis pour célébrer l'événement. Et c'est le domicile du ministre Amadou Koulibaly, secrétaire départemental de Korogo 2, qui abrite la rencontre. Diplomatie, patience et leadership, le triptyque qui aura permis au président Alassane Ouattara de parvenir à un dénouement heureux de la crise ivoiro-malienne. Je pense que c'est cette passage qui nous a amené à la libération de ces soldats. Félicitations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous lui disons merci pour sa patience par rapport aux pays voisins, pour tout acte qu'ils ont posé, toutes les rumeurs qui ont été coulées, ni mot, il est resté dans le silence et Dieu aujourd'hui a fait grâce. Aujourd'hui, il a ses soldats en main. Ça nous va droit au cœur. Tout en saluant le leadership du président de la République, le ministre Amadou Koulibaly invite les militants du RHDP du Poro à toujours lui faire confiance. Chaque fois qu'on nous a dit, le président a dit, on s'est aligné parce qu'on a confiance. Et c'est à cette même confiance que je vais vous appeler. Et comme on a confiance en lui, on doit pouvoir se donner la main pour être un bouclier autour de lui. Nous avons toujours été son bouclier, continuons d'être son bouclier pour lui permettre de continuer à faire ce qu'il fait si bien, développer notre pays. C'est à peu près 6 mois que les soldats ivoiriens auront passé en détention avant de regagner Abidjan le samedi 7 janvier dernier. Autre chose dans l'actualité, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était chez le président Bédié. Kandia Camara est émissaire du président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre porte sur la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Éric Goré. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix aura lieu en Côte d'Ivoire cette année, précisément à Yamoussoukro. Sur instruction du président de la République, Kandia Camara Kamisoko est allé porter l'information à Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et par ailleurs protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. L'occasion a été opportune pour évoquer l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, choix du jury. L'accueil des réfugiés de divers horizons dans son pays a été fortement apprécié et salué. La Côte d'Ivoire s'apprête donc à accueillir ce grand rendez-vous sous le leadership du président Alassane Ouattara. Envoyé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, porteur de plusieurs messages. Le premier message a trait à des vœux que nous a demandé d'adresser à son aîné, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Il nous a chargé de lui porter la nouvelle concernant l'organisation le 8 février prochain de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il faut savoir que de coutume, la cérémonie se déroule à Paris, mais l'UNESCO a bien voulu que pour cette édition, que cela se fasse dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Donc ce serait à la Fondation Félix Houphouët-Boigny
à Yamoussoukro. Cette rencontre de la ministre d'État, Kandia Kamisoko Kamara, et du président Bédié contribue à l'apaisement et à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Justement, parlons de la paix. Le programme national de cohésion sociale fait don d'équipements, de bureaux et de matériel agricole aux coopératives et centres multiethniques de médiation et d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Ce soutien pour amener les populations à être des acteurs de paix dans les différentes villes. Jean-Marc Djadji. Des ordinateurs, des chaises, des broyeuses, des tricycles, du matériel de bureautique, des cuisinières et des machines à coudre sont, entre autres, les dons offerts aux communautés et administrations des villes sélectionnées par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale à travers sa structure, le PNCS. Objectif, mener à bien les différentes missions de réconciliation. Ce sont les villes d'Adzopé, Boguédia, Biankouma, Tengrela et Agou qui reçoivent ces dons. Pour le ministre Kouadio Konan-Bertin, ces équipements serviront à enclencher les différentes campagnes de réconciliation terrain. Faire en sorte que chaque Ivoirien, du plus profond, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, puisse bénéficier des fruits de la croissance. Les chefs, s'ils ne sont pas mis dans des conditions, comment peuvent-ils nous aider à anticiper sur les conflits et même à trouver des solutions à ces conflits? Si chacun sait entreprendre, chacun trouvera l'État auprès de lui, son gouvernement à ses côtés, pour l'aider à aller de l'avant et à être plus performant. Les bénéficiaires, quant à eux, approuvent ce geste. Le message, c'est de faire bon usage des instruments, des dons qu'elles ont reçus, et puis également que ces dons-là soient l'occasion de rassembler toutes les femmes au sein de la commune. Nous sommes d'une ville frontalière et nous sommes fiers du président de la République, nous sommes fiers de son gouvernement. Et tous ces dons, je fais confiance à nos chefs et les femmes sont au travail. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale promet effectuer une tournée dans ces villes afin d'installer les différents points focaux et impliquer les différents chefs de communauté. Dans l'est du pays, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a reçu le roi d'Hébron, les chefs de province et les chefs traditionnels du Gontogo. Ils lui ont exprimé leur soutien et fait des bénédictions pour la poursuite des actions de développement local. Les populations ont aussi traduit leur soutien aux chefs de l'État et au gouvernement, exhortés à renforcer la dynamique de développement dans le pays. Herman Yamien. Une année vient de s'achever et une nouvelle commence. Que faut-il faire pour renforcer la cohésion entre les différentes communautés vivant dans le Gontogo afin de favoriser le développement de la région? C'est pour trouver des pistes de solutions à cette problématique que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a rencontré le roi d'Hébron, Nana Adengra Kwasi Adjoumani, et ses 5 chefs de province, les élus et cadres, ainsi que l'ensemble des chefs des 166 villages de la région du Gontogo. Heureux de cette démarche du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, les têtes couronnées n'ont pas manqué de lui exprimer leur reconnaissance pour les avoir associés à ces échanges. Il fallait qu'ensemble, on vienne voir notre fils ministre, échanger avec lui et pour voir ensemble comment aborder cette nouvelle année avec beaucoup de confiance. C'est un éléphant vraiment. Il est là dans les endroits pour aider tout le monde. Ce n'est pas pour dire qu'il connaît monsieur ou il ne le connaît pas. Jamais. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani s'est réjoui de cette forte mobilisation des populations pour qui le développement du Gontogo est aussi une priorité, avant d'indiquer que c'est toujours un plaisir pour lui d'être au milieu des siens à chaque nouvelle année. Je sors édifié parce que moi, chaque année, je viens me ressourcer auprès de mes chefs. Et je peux dire qu'en matière de formation, j'en ai eu. Et je leur dis merci pour les conseils d'usage qu'ils me donnent chaque jour que Dieu fait. Au cours de ces rencontres, les populations et chefs traditionnels ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement, afin qu'ils soient éclairés dans la prise des décisions engageant la vie de la nation. Et c'est officiel depuis ce lundi 9 janvier 2023. La traversée de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou est payante. Le tarif est fixé à 1 000 francs, 1 500 ou 2 000 selon le type de véhicule. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a procédé à la mise en service de ce péage de Thiébissou. Amédée Kofi Kouakou a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de l'État à poursuivre les investissements dans le domaine routier. Le reportage de Léon Brou.
Sur l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est stoppé par un poste à péage. Amédée Kofi-Kwaku paie son ticket avant de poursuivre son trajet, marquant ainsi la mise en service officielle du péage de Tiébissou. À débourser pour compter de ce lundi 9 janvier 2023, 1000 francs, 1500 francs ou 2000 francs CFA, respectivement pour les véhicules légers et intermédiaires, les autocars et véhicules à 2 essieux, les autocars et véhicules à 3 essieux et plus. Les transporteurs favorables à ces tarifs. Si vous voyez aujourd'hui l'argent qui est investi pour l'entretien d'une flotte sur une mauvaise route, et si vous voyez le même transporteur avec la même flotte sur une route comme celle-ci, vous allez voir que l'argent qui est investi pour l'entretien de la flotte baisse considérablement. Et c'est pour cela que nous nous approprions la politique de construction des routes. Soulignant la baisse des tarifs du péage de Tiébissou par rapport à ceux des précédentes installations, le ministre de l'Équipement explique que le gouvernement les a fixés dans le prolongement de sa lutte contre la vie chère. Amédée Kwaku assure de l'ouverture continue de l'ancienne route et exhorte tout de même à emprunter l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou. Le but, booster l'économie, garantir la sécurité des biens et des personnes. Si vous prenez un petit véhicule qui passe sur l'ancienne voie, avec le carburant, avec l'état de la route, donc les risques d'accident, la gestion des pneumatiques, tout ça c'est un minimum 5 000. Mais ici, le gouvernement a souhaité que les petits véhicules ne payent que 1000 francs CFA. Donc vous voyez qu'avec cette autoroute, c'est une réduction donc, du coût d'exploitation des véhicules. Donc ça permettra à nos automobilistes de réaliser des économies, donc d'assurer un entretien vraiment régulier de cette voie. Le péage de Tiébissou est le 3e de l'autoroute du Nord, longue de 284 km entre Abidjan et Tiébissou. Son financement est inclus dans le coût de réalisation de la section Yamoussoukro-Tiébissou, ouverte à la circulation en décembre 2022. Et le Nouvel An est une occasion de passer en revue les réalisations et envisager les perspectives. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré ses collaborateurs. Vagondo Diomandé les félicite pour le travail abattu et exhorte à plus d'engagement au service de la sécurisation des biens et des personnes. Frédéric Oulaï, Aboussanogo. C'est l'esplanade de nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a servi de cadre pour passer en revue les activités de l'année 2020 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au nombre des intervenants, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, qui a égrené les actions pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police. Youssouf Kouyaté a également égrené quelques doléances. Pour la police nationale, la poursuite de la réforme, le projet de décret portant modification de limite d'âge statutaire de départ à la retraite des personnels de la police nationale. Pour l'Office national de la protection civile, la réforme des textes de protection civile et du texte fondateur de l'ONPC. 106 véhicules de commandement au préfet. 162 autorités préfectorales ont bénéficié d'indemnités de déplacement. 26 bureaux et résidences réhabilités. À cela s'ajoutent 497 bureaux équipés. Des pèlerinages en faveur de communautés musulmanes et chrétiennes. Quelques aspects du bilan dressé par le directeur général de l'administration du territoire. En termes de perspective pour 2023, la DGAD entend poursuivre la réforme des textes engagés l'année dernière. Il s'agit de la réforme de l'uniforme des autorités préfectorales qui constitue une forte attente de vos collaborateurs en circonscription administrative. Il s'agit aussi de la voie du projet de loi relatif aux organisations de la société civile. 2023, année de grands défis pour l'ensemble de son département ministériel, a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Le challenge qui nous attend est énorme. Et j'ai foi que nous allons le tenir. J'ai foi que nous allons le relever. Et nous le relèverons. Parce que vous êtes chacun d'entre vous engagé de la même manière que vous l'avez toujours été, pour que justement, ce que nous avons pu faire en 2022 puisse être augmenté et multiplié par X en 2023. Une cérémonie pleine de symboles. De nombreux présents offerts par les différents corps qui constituent le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des statues en forme de l'épervier pour renforcer et atteindre ses objectifs. Des attributs de chef Achan offerts au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé,
baptisée Nana Vadio, et une table basse pleine de symboles. Son élection a été un motif de fierté pour la Côte d'Ivoire. Le nouveau secrétaire général du CAMES a pris fonction à Ouagadougou, Burkina Faso. Il est installé officiellement par le vice-président du Conseil des ministres de cette organisation en charge de l'enseignement supérieur. Durant son mandat de 5 ans, le professeur Souleymane Konaté entend mettre l'accent sur le développement durable. Envoyé spécial dans la capitale burkinabé, Sephora Zegui Adamakeri. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Nous sommes au siège du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La Côte d'Ivoire, désormais aux commandes de l'institution. Le professeur Souleymane Konaté reçoit ses attributs de nouveau secrétaire général. Durant son mandat, il envisage de faire du CAMES une référence internationale. Nous envisageons, entre autres, de préserver et consolider les nombreux acquis de notre institution commune, de promouvoir le label CAMES et de renforcer sa crédibilité. C'est à la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES qu'il est élu pour présider aux destinées de cette institution africaine. Il est installé ce jour par le vice-président du Conseil des ministres du CAMES, le professeur Adjima Tiombiano. Après 55 années d'existence, le CAMES peut revendiquer un savoir-faire de tout premier plan dans l'intégration en matière d'enseignement supérieur et de recherche grâce à ces différents programmes qui engendrent des performances remarquables. En procédant à l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante, le CAMES veut se donner les moyens d'une nouvelle dynamique pour tendre vers sa vision d'un véritable instrument d'intégration pour un enseignement supérieur de qualité au service des nations. Le CAMES est un outil d'intégration panafricaine à l'heure de la mondialisation des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. La nouvelle équipe dirigeante a donc le soutien de tous les ministres des 19 pays membres. C'est la première fois depuis 55 ans d'existence du CAMES qu'un Ivoirien est à la tête de l'institution. Fierté donc pour le pays, représenté par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'élection d'un secrétaire général du CAMES qui soit ivoirien présente un certain nombre d'avantages pour nous. La première des choses, évidemment, qui est triviale, c'est la promotion à l'échelle internationale d'un cadre ivoirien. La deuxième chose, c'est la visibilité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Et partant de là, le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et le dernier point que je pourrais ajouter, qui n'est pas le dernier en termes d'importance, c'est le fait que la Côte d'Ivoire, par ce canal-là, pourra influer, pourra impacter, pourra orienter, peser sur l'orientation du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique africain. Souleymane Konaté est né en 1967 à Korogo, en Côte d'Ivoire. Il est marié et père de 4 enfants. Professeur titulaire des universités du CAMES en écologie-biologie du sol, il est détenteur d'un DEA d'écologie tropicale de l'Université d'Abidjan et d'un doctorat unique en écologie de l'Université Pierre et Marie Curie de France. Il a désormais la responsabilité du CAMES pendant les 5 prochaines années. Et après 2 semaines à la maison, les élèves et les encadreurs ont repris le chemin de l'école ce lundi. Tous les apprenants sont réunis dans une ambiance studieuse avec les enseignants. Vous allez le voir dans ce constat de Wilfried Kwa. Après les fêtes de fin d'année, l'école reprend ses droits. Dans les établissements primaires, l'ambiance des cours de récréation est de retour. Les élèves sont heureux de se retrouver. La rentrée est tranquille, les enfants sont arrivés comme d'habitude, on va dire. Il n'y a pas eu beaucoup d'absents. Au secondaire, les apprenants et enseignants reprennent les cours. Ce matin, une leçon de mathématiques. Bon, pendant les congés, je n'ai pas vraiment fêté. J'étais en train d'étudier. La rentrée se passe bien. On va se remettre dans notre esprit de travail. Encadreurs et proviseurs, heureux du retour des élèves, les encouragent à mieux se concentrer pour une année scolaire réussie. C'est une rentrée normale et surtout de retrouvailles. Le personnel également, tout le monde est content. Le travail a repris. L'esprit de civisme marqué par le respect du calendrier scolaire, notamment les dates de départ en congé, renforce l'espoir d'améliorer les résultats scolaires. Dans l'actualité politique, le RHDP s'organise pour remporter les échéances électorales à venir. À Makori, le parti a désigné le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, candidat au municipal de 2023, Issa Tionayo. Le ministre des Eaux et Forêts,
Laurent Tchagba, candidat aux élections municipales de 2023 du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, à Marcory. Ainsi en a décidé la direction du parti. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Kone, compte sur lui pour remporter la victoire finale dans cette commune, aux mains de l'opposition. Je voudrais vous demander de vous unir autour du ministre Tchagba, un homme que vous allez découvrir, un homme humble, et je vous demande de taire vos querelles pour l'entourer et pour faire en sorte à ce que le président Alassane Ouattara veut vous parcourir cette année la victoire du RHDP. Le président du directoire, président de séance, c'est de lui prier de transmettre au président de la République toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour m'avoir fait confiance et choisi pour venir rejoindre mes frères et sœurs de Marcory pour que ensemble nous puissions construire la cohésion. Pour sa part, Laurent Tchagba, ayant pris conscience de la tâche, se dit déterminé à mettre tout en œuvre pour le triomphe du RHDP à Marcory. Et comme chaque fin d'année, le Festica ouvre ses portes. Le Festival des Arts et de la Culture d'Abobo s'est tenu en décembre au complexe sportif de la commune. Ce cadre de valorisation culturelle a aussi permis de sensibiliser les populations contre l'immigration clandestine. Williams Kakou, Didier Nguesson. Magnifier l'art sous tous ses angles et faire de la culture un moyen de cohésion sociale dans la commune d'Abobo. Tel est l'objectif de la 12e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Cette année, le couvert est remis du 29 au 31 décembre 2022 et est placé sous le thème « Non à l'immigration clandestine ». Comme innovation, la mise en place d'une caravane et la valorisation de la culture acquiée. La culture, c'est l'héritage, c'est la noblesse. Moi, je veux qu'on parle d'Abobo en bien, pas en mal. Parce que vous savez qu'au sortir de la crise, il suffisait de taper sur les moteurs de recherche, parler d'Abobo, c'était la guerre. Aujourd'hui, quand on tape sur les moteurs de recherche, on parle d'Abobo, mais en termes de culture. Il y avait un vide culturel. Je vous dis, tout part d'Abobo. Mais il n'y avait pas un événement qui rassemblait tout le monde. Je me suis dit aussi qu'il y avait un vide à combler. Et la crise, on ne dira pas c'était mal nécessaire, mais quand la crise est arrivée, il dit bon, voilà. Faire du Festica une vitrine culturelle pour la commune est une priorité pour les autorités municipales. Le Festica fait partie de l'identité de la commune d'Abobo. C'est une activité aujourd'hui qui se confond avec l'histoire moderne de la commune. Le Festica a permis à la population d'Abobo de passer à autre chose. Nous invitons tous les jeunes à éviter l'immigration clandestine, irrégulière, qui tue. Des festivités meublées d'expositions-ventes, d'espaces gastronomiques et des concerts avec la participation de plusieurs artistes. En sport, la CAN 2023 s'organise activement en Côte d'Ivoire. À un an de la compétition, le comité d'organisation se donne les moyens de réussir sa mission. Ce lundi, le ministre Albert François Michel a lancé officiellement l'ouverture d'un séminaire international d'imagerie et en pathologie sportive. Jean-Sylvain Esso. Pour la première activité de l'année 2023, les présidents des commissions du COCAN 2023 étaient tous présents à la cérémonie d'ouverture du séminaire international d'imagerie en pathologie sportive. Expert en la matière, c'est le professeur Diabaté Sidiki Aboubakar qui a ouvert la série des allocutions avant que le représentant du ministre de la Santé, Soro Kuntele, ne félicite tous les acteurs de ce séminaire. Puis arrive le moment tant attendu, celui du grand oral du président Albert François Amicha. Ce que nous demandons au niveau du COCAN, c'est l'adhésion de toutes les forces vives, l'adhésion de toutes les composantes de notre société. Et vous venez jouer votre part en co-organisant cet atelier de formation avec 29 radiologues. Merci pour l'initiative et sachez que le comité d'organisation vous en est reconnaissant. Pour la première journée, ces radiologues ont eu droit à un cours théorique sur le genou, les muscles, la hanche, dispensé par les deux experts français, le professeur Saint-Nicolas du CHU de Toulouse et le docteur Jacob Denis Paul, spécialiste en imagerie musculo-squelettique,
radiologie diagnostique ostéo-articulaire, radiologie interventionnelle ostéo-articulaire. La formation va se dérouler en 3 parties principales. Il y a une formation théorique, magistrale, classique. Et puis ensuite, avec Denis, nous allons faire des ateliers d'échographie, donc en pratique, et puis des ateliers à base de cas cliniques, donc de cas spécifiques de la pathologie du sportif. La deuxième session se tiendra en octobre, soit à 3 mois de la CAN. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage nous apprend que pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village.